Avant que chacun de vos groupes ne s'exprime en ce début d'année, chers collègues, je voudrais d'abord commencer cette session en vous présentant des vœux sincères, des vœux chaleureux pour l'année 2017, des vœux personnels pour chacun d'entre vous, pour les proches qui vous entourent, des vœux de santé, des vœux d'épanouissement personnel aussi, et je pense à tous ceux qui autour de nous traversent des moments difficiles et appellent notre attention. Je veux souhaiter des vœux de paix aussi pour 2017. Notre monde est traversé par le fanatisme, un fanatisme qui n'a absolument rien à voir avec la religion, mais qui se sert de la religion pour justifier la haine et la folie meurtrière comme à Berlin ou à Istanbul dans ces derniers jours de 2016. C'est notre humanité tout entière qui est appelée à unir ses forces pour permettre à nos valeurs universelles de s'imposer avec détermination, mais aussi avec lucidité et clairvoyance, en ne cédant ni au simplisme et au systématisme du réflexe guerrier, ni à l'obsession sécuritaire qui est tout aussi mortifère. La seule réponse au fanatisme, pour moi, c'est l'union. L'union de toutes nos forces, à tous les niveaux, entre les régions, entre les États-nations d'Europe, entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre l'Occident et l'Orient. La solution ne se trouve jamais dans la fermeture ou le repli sur soi. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas rester nous-mêmes et nous protéger. Mais je reprends volontiers les propos de François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Et je voudrais vous lire une citation de François Mitterrand que je trouve particulièrement juste. Je vous demande de m'écouter comme je vous écouterai tout à l'heure. François Mitterrand disait donc: il est normal qu'une culture, qu'une civilisation qui s'exprime dans le cadre de certaines frontières qui sont celles d'un État, lequel contient une nation, un peuple organisé, il est normal que cette culture cherche à affirmer en toutes circonstances sa propre identité. Il est normal qu'elle ne veuille pas l'altérer. Mais l'altère-t-on lorsque l'on puise à toutes les sources qui permettront de franchir le temps qui vient, en plus de ce que l'on était, avec un peu ou beaucoup de ce que sont les autres. Ainsi, peu à peu, se forme une identité nouvelle qui n'est pas trahison, mais qui est complément, qui est parachèvement, afin d'aller vers cette nouvelle et future époque où tout cela formant un tout représentera un point d'achèvement. Alors, au moment où certains rêvent d'un retour vers le passé, en voulant supprimer l'Europe, mais aussi les régions, alors même qu'ils en sont les élus, au moment où certains à droite comme à gauche surfent sur les peurs pour provoquer un retour en arrière du projet européen, je veux redire ici toute l'importance de la construction européenne pour renforcer les régulations dont notre pays et notre monde ont tant besoin pour reconquérir les souverainetés menacées par le marché et le laisser-faire. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas réformer et simplifier l'Europe, mais veillons à être à la hauteur de l'héritage que nous ont laissé tous ceux qui, à droite comme à gauche, au sortir de la guerre, ont eu le courage de préférer la coopération à la compétition en construisant pas à pas des solidarités de fait organisées autour d'un destin commun. 2017 va être marqué par une échéance électorale majeure qui rythme la vie politique française à travers l'élection présidentielle puis les élections législatives. Ce débat n'a pas vocation à s'inviter dans notre Assemblée qui doit prioritairement traiter des affaires régionales. Mais il s'impose de fait à travers les conséquences de la politique nationale
sur l'action que nous pouvons conduire en région. Si notre région existe, c'est suite à la réforme territoriale qui a permis d'engager une première étape structurante dans la voie de la simplification et de la clarification des compétences des collectivités locales. Si nous avons pu engager un plan de soutien au BTP pour soutenir la croissance et l'emploi dans ce secteur, c'est en nous adossant aux efforts du gouvernement en matière de soutien à l'investissement local. Si nous avons pu former l'an dernier 12 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, c'est grâce aux moyens supplémentaires du plan d'urgence pour l'emploi décidé par le président de la République. Si nous posons en ce moment les bases d'une filière de l'hydrogène dans notre région, c'est avec le soutien du gouvernement et en cohérence avec l'ambition portée par la loi sur la transition énergétique. Si nous assumons progressivement de nouvelles compétences en matière de transport scolaire et interurbain, c'est grâce à la volonté du gouvernement de doter les régions d'un bloc de compétences unifié en faveur de mobilités plus propres et plus durables. Si nous faisons cette année un effort supplémentaire pour soutenir les acteurs culturels, c'est en lien étroit avec l'État, avec lequel nous signerons prochainement un pacte culturel pour adosser cet effort à celui de l'État en la matière. Je pourrais poursuivre cette liste qui met en évidence l'interdépendance et la cohérence entre l'action de la région et celle de l'État, mais je ne veux pas m'attarder sur la politique nationale pour me concentrer sur l'action régionale. Gardons-nous simplement de céder rapidement au discours de ceux qui nous promettent de tout régler en diminuant drastiquement la dépense publique et le nombre de fonctionnaires. Avant d'aborder le budget, qui constitue le principal point à l'ordre du jour de notre Assemblée, je voudrais dire quelques mots sur la situation des personnels de la région, dont une partie manifeste aujourd'hui à nos portes. J'ai reçu avant-hier les délégations des organisations syndicales qui ont appelé à la grève. J'ai aussi reçu celles qui n'ont pas appelé à la grève. Et mon premier vice-président reçoit en ce moment les manifestants dans la continuité du dialogue constant que nous entretenons avec le personnel. J'ai fait le choix d'une méthode et j'ai pris 3 principaux engagements que je voudrais vous rappeler brièvement ce matin. La méthode, c'est celle du dialogue et de la concertation. Oui, d'autres régions sont allées plus vite, en imposant très rapidement une nouvelle organisation sans concertation. Ce n'est pas ma conception, et j'assume la méthode qui est celle de Madame la directrice générale des services. Cette méthode consiste à construire progressivement une nouvelle organisation en procédant par étapes successives. La constitution de 5 pôles stratégiques au terme du premier trimestre 2016, le recrutement des directeurs au terme du 2e trimestre, celui des chefs de service à l'automne 2016 et enfin, nous y sommes, l'affectation de l'ensemble des agents au début de cette année 2017. Alors cette méthode prend du temps. Ce temps, c'est le prix du dialogue, du respect que je veux avoir en direction des personnels. Je ne nie pas que le temps, il est facteur aussi de troubles, parce qu'avec le temps se construisent les questions qui n'ont pas encore réponse, les inquiétudes, les impatiences. Et tout cela est légitime dès lors que le changement vient bousculer les habitudes et que la fusion de nos 2 administrations est effectivement, plus qu'un changement, une véritable révolution institutionnelle. Donc je comprends complètement les questionnements, les inquiétudes qui se manifestent en ce moment, alors que tout n'est pas terminé et que nous sommes en pleine discussion, en plein accompagnement des agents sur leurs choix, et où nous procédons à l'étape finale de cette réorganisation. Et au moment où nous nous apprêtons aussi à ouvrir en février la négociation sur le nouveau contrat social global de notre collectivité, sur la base des nouveaux textes législatifs parus en décembre 2016 et qui intègrent à la fois
le régime indemnitaire, le temps de travail et les avantages sociaux. Alors je confirme les 3 engagements que j'ai pris et que je tiendrai. Je n'ai pas l'habitude de ne pas tenir mes engagements. D'abord, sur l'organigramme qui se met en place en janvier-février, l'engagement à n'imposer aucune mobilité géographique aux agents. Nous garantissons le libre choix de leur résidence administrative aux agents du siège sur les sites de Dijon et de Besançon. Nous avons largement ouvert à cet effet les possibilités de travail en site distant et nous nous dotons progressivement de nouveaux outils de travail permettant de dématérialiser les circuits et de multiplier les visioconférences. La nouvelle organisation permet par ailleurs à chacun, s'il le souhaite, de choisir une mobilité fonctionnelle. Deuxième engagement, celui du maintien du pouvoir d'achat pour chacun des agents à titre individuel. Je le dis et le redis, aucun agent actuellement en poste ne verra sa rémunération diminuer du fait de la fusion. Pas de baisse d'indemnité, pas de baisse de pouvoir d'achat. Cela ne signifie pas pour autant que nous harmoniserons systématiquement par le haut la situation de ceux que nous pourrons être amenés à recruter dans les années qui viennent, car cette harmonisation doit se faire dans un cadre global et au niveau le plus juste et le plus compatible avec les moyens dont nous disposons. Mais les convergences se feront progressivement et chaque agent de la région a la garantie de son propre pouvoir d'achat. Troisième engagement, faire en sorte que chacun trouve sa place dans la nouvelle organisation. Il y a autant de postes ouverts qu'il y a d'agents présents. Nous avons gelé les recrutements externes, à l'exception de compétences extrêmement spécifiques dont nous ne disposons pas en interne. Donc chacun peut être assuré de garder un poste correspondant à son grade et à ses compétences. De fait, la très grande majorité des agents ne va pas changer de poste. Et la très grande majorité des mobilités se fait à la demande de l'agent. Je ne nie pas qu'il subsiste ici ou là des situations particulières, mais je m'engage à ce que nous les accompagnions cas par cas. Et j'ai toute confiance dans notre administration pour trouver les solutions qui permettront d'en sortir par le haut. Ces engagements constituent le socle de la négociation qui doit se poursuivre avec les représentants du personnel et nous redoublerons d'écoute et d'attention pour que les changements puissent être encore mieux compris qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui, le plus souvent à travers des situations individuelles très spécifiques. Telle est notre conception de la responsabilité, dans un esprit d'équilibre, en ne cédant ni à la brutalité du changement, ni au risque de l'immobilisme. Je voudrais maintenant aborder l'essentiel de ce qui va nous occuper durant cette assemblée plénière, à savoir l'examen du budget primitif 2017. Ce budget constitue la première déclinaison de la stratégie de mandat adoptée en même temps que les orientations budgétaires 2017 durant notre dernière assemblée de décembre. Il s'inscrit tout d'abord dans un contexte marqué par la montée en charge de la réforme territoriale qui se traduit par le transfert des compétences transport scolaire et interurbain gérées jusque-là par les départements. Ce transfert représente 82 agents supplémentaires dans les effectifs et 143 millions d'euros de nouvelles dépenses compensées par les ressources transférées par les départements sous forme de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Cela fait ainsi passer le budget régional à plus de 1,5 milliard d'euros. Ce transfert est transparent pour les usagers en 2017 puisque nous garantissons totalement la continuité du service public et il permettra à terme une harmonisation par le haut du niveau de service aujourd'hui
hétérogène selon les départements, ainsi qu'une mise en cohérence de l'offre de transport en articulant encore mieux qu'aujourd'hui les services offerts par les trains et par les cars. Un contexte également marqué par la contribution au redressement des finances publiques à travers la troisième année consécutive de baisse de la dotation globale de fonctionnement et aussi la diminution de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Le rapport budgétaire qui vous est présenté n'intègre pas les derniers ajustements opérés par le gouvernement à la demande des régions et qui atténuent d'environ 50% la baisse initialement envisagée sur cette dotation. C'est de l'ordre de 4 millions d'euros qui viendront ainsi améliorer notre résultat budgétaire. Un contexte marqué enfin par la transition vers un nouveau modèle de financement des régions, avec la perspective de remplacement en 2018 de la dotation globale de fonctionnement par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée, et cela est positif. En attendant cette évolution structurante pour le dynamisme des recettes régionales, en cohérence avec nos compétences économiques, la région bénéficie en 2017 d'un fonds transitoire de soutien au développement économique qui vient compenser la reprise par la région des actions portées par les départements qui ne peuvent plus intervenir. Par cette mesure et à la faveur d'une négociation exigeante avec les régions, le gouvernement a corrigé une faiblesse de la réforme territoriale qui n'avait pas prévu de compensation sur ce transfert. Dans ce cadre général qui consacre la montée en puissance du fait régional, désormais reconnu comme l'échelon stratégique de l'action publique territoriale, la région confirme ses propres priorités autour de ses principaux marqueurs. Avec une augmentation de près de 20% des crédits sur le développement économique, la région confirme son ambition dans ce domaine. Ces moyens complémentaires permettront de prendre le relais des départements et d'aller plus loin sur le soutien à l'innovation et à l'accompagnement des développeurs économiques sur le terrain. J'insiste tout particulièrement sur les prises de participation de la région dans les sociétés d'économie mixte, dans lesquelles les départements doivent céder des parts et qui vont constituer des leviers d'intervention essentiels pour irriguer l'ensemble du territoire et démultiplier notre action avec nos principaux partenaires que sont les intercommunalités. J'insiste aussi sur la fusion et la territorialisation de nos deux agences de développement qui vient renforcer notre capacité d'intervention, non pas pour complexifier quoi que ce soit, mais pour accélérer le développement sur les enjeux les plus stratégiques, en prenant appui, bien évidemment, sur ce qui existe déjà localement et en renforçant l'accompagnement là où il est insuffisant. L'emploi, c'est aussi les compétences. Les compétences, c'est la formation. Ce budget n'intègre pas encore la pérennisation du plan d'urgence pour l'emploi annoncé par le gouvernement juste avant les fêtes et qui devrait nous permettre de prolonger nos efforts en matière de formation des demandeurs d'emploi dans la continuité du succès des 12 000 formations supplémentaires réalisées en 2016. Avec une augmentation de plus de 20% des crédits consacrés à la politique énergétique, la région confirme ensuite son ambition sur la transition écologique, notamment en matière d'investissement dans les énergies renouvelables. Je me réjouis à ce titre que nous puissions commencer à étendre à la Franche-Comté la dynamique d'investissement impulsée en Bourgogne, tout comme je me réjouis que l'extension à la Bourgogne du dispositif EFILOGIE créé en Franche-Comté préfigure dès cette année le futur service public de l'efficacité énergétique que nous mettrons en place en 2018. C'est une belle illustration de la complémentarité des expériences de chacun au service de l'intérêt régional. J'accueillerai également le 25 janvier prochain la secrétaire d'État à la biodiversité pour lancer avec l'État la démarche de création d'une agence régionale de la biodiversité à Besançon. Enfin, avec une augmentation de plus de 10% des crédits consacrés à la culture, la région tient son engagement de conforter les budgets du vivre ensemble au nom des valeurs de solidarité et de fraternité. Je suis en contact permanent
avec la ministre de la Culture qui viendra prochainement dans notre région pour s'engager avec nous sur un pacte culturel. Je tiens particulièrement à cet engagement qui inscrit dans la durée notre soutien, qui ne faiblira pas sur le mandat. La culture ne sera pas la variable d'ajustement budgétaire comme elle l'est trop souvent dans de nombreuses collectivités. Avec le lancement du programme de soutien aux emplois d'utilité sociale et aux services civiques, par ailleurs, la région encourage l'engagement au service du lien social, dont la Bourgogne-Franche-Comté n'a jamais eu autant besoin pour se construire. Alors ces priorités sont assumées, tout en restant fidèles à l'engagement qui est le nôtre de bonne gestion. Nous maîtrisons l'évolution des dépenses de gestion, notamment sur les frais d'administration générale dont les crédits diminuent de 4%, et sur la masse salariale dont l'augmentation est limitée, hors transfert, à 0,5%. Une fois intégrés les derniers ajustements en cours sur les modalités de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, les dépenses de fonctionnement évoluent quasiment au même rythme que les recettes de fonctionnement à périmètre constant. Nous aurons tout à l'heure un débat sur la vision que les uns et les autres peuvent avoir des dépenses de fonctionnement. Je ne partage pas le dogme de certains consistant à vouloir absolument baisser les dépenses de fonctionnement, car pour moi, c'est faire des économies sur le dos des services publics. Je crois à la bonne gestion, à la nécessité de rechercher la meilleure efficacité de l'action publique et l'exigence de maîtrise budgétaire qui suppose de limiter l'évolution des dépenses à celle des recettes dont nous disposons. Mais je n'ai pas peur d'augmenter les dépenses lorsque nous en avons les moyens. Nous sommes en responsabilité pour agir et pour faire le maximum au service du territoire et des habitants, pas pour rétrécir le champ de l'action publique. Notre situation financière particulièrement saine nous permet en outre d'envisager une augmentation des investissements réalisés, tout en conservant un endettement modéré avec une épargne brute qui nous place dans le peloton de tête des régions de France. C'est donc un budget qui identifie clairement les priorités de l'exécutif régional, tout en respectant les grands équilibres budgétaires qui préservent l'avenir. Au-delà du budget, notre Assemblée sera invitée demain à se prononcer sur une série de nouveaux règlements d'intervention faisant converger des dispositifs des deux anciennes régions. Ces convergences confirment que nous sommes maintenant pleinement engagés dans la construction de nouvelles politiques communes et non plus dans la simple addition des deux existants. Ces convergences constituent de véritables opportunités pour remettre à plat l'existant et inventer de nouveaux modes d'intervention, tout en simplifiant considérablement nos dispositifs. Je voudrais souligner à cet effet l'exemple des règlements d'intervention en matière économique qui passent de 42 à 8. Enfin, je voudrais terminer ces propos en attirant votre attention sur deux rapports d'urgence qui vous ont été transmis en début de semaine en raison des négociations délicates qu'ils ont nécessitées et qui n'étaient pas bouclées lors de l'envoi des rapports. Le premier concerne l'agriculture. Comme vous le savez, nous avons élaboré un plan d'action avec la profession agricole qui vise prioritairement à agir sur le fond, sur les leviers structurels qui doivent permettre aux exploitants de retrouver un modèle économique équilibré. C'est le sens des audits d'exploitation et des audits de filière que nous avons mis en place ces derniers mois. Mais certaines exploitations sont dans une situation telle que la question de leur survie se pose et qu'il faut intervenir en matière de trésorerie et de restructuration de leurs dettes en évitant ni plus ni moins des faillites d'exploitation. C'est le sens de la participation de la région à l'année blanche bancaire aux côtés de l'État et des banques agricoles pour un montant de 500 000 € en complément des moyens déjà engagés au titre de notre plan d'action en faveur de l'agriculture et en substitution de ce que les exploitants auraient eu à mettre. Le second rapport
concerne les fonds européens et plus particulièrement les fonds leaders qui viennent en soutien de projets de développement des territoires. Depuis le début de l'année, la région n'a cessé d'interpeller l'État en vain sur les dysfonctionnements informatiques nationaux qui empêchent le versement des aides aux porteurs de projets. Devant l'absence de réponse satisfaisante au niveau national, et compte tenu de la situation de certains porteurs de projets qui ne sont pas en capacité d'avancer les fonds nécessaires et prennent ainsi du retard dans la réalisation de leurs projets, nous avons décidé de mettre en place un fonds de substitution pour permettre à ces porteurs de projets de disposer de fonds nécessaires pour démarrer leur action sans attendre la résolution de ces dysfonctionnements nationaux. Donc vous le voyez sur ces deux sujets, nous faisons preuve de réactivité et de pragmatisme. Et je veux remercier à ce titre mes vice-présidents qui se sont fortement impliqués sur ces sujets importants pour les acteurs de terrain que nous avons vocation à accompagner. Voilà comment nous entendons articuler la réponse à l'urgence et la vision de long terme que doit incarner la région. Je vous remercie de votre attention. Alors, je donne la parole à François Sauvadet